Privet, c'est Johanna Swan. Je suis avec RAFootball, youtubeur football forcément et supporter de Marseille. Donc sur cette chaîne, on va un petit peu acquérir l'ennemi aujourd'hui pour parler de sa vie en tant que youtubeur. Bonjour Raph, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Merci Johanna de m'avoir invité. Avec grand plaisir de faire cette interview avec toi. Je t'avais toujours dit que ça m'intéressait parce que je trouve que c'est un exercice sympa où je peux me livrer à des questions intimes, les plus intimes possibles. On verra de qu'est-ce que tu vas me poser déjà. Alors, comme tu as dit, j'ai une chaîne YouTube depuis 2 ans et demi. Elle a été ouverte en août 2018. Donc, j'ai 28 ans. En ce moment, je suis sur Dijon, mais je vais bientôt repartir sur Marseille. En grande partie pour l'OM et aussi parce que cette ville, elle me tient à cœur. Sinon, je suis en ce moment célibataire. Je suis sur YouTube à temps plein depuis 1 an et demi. Et au niveau de ma formation scolaire, j'ai fait des études, j'ai eu un bac STG option ressources humaines. Ensuite, j'ai fait un BTS négociation et relations clients, donc dans le commerce. Et ensuite, je me suis reconverti dans le journalisme où j'ai été à l'école EJCAM à Marseille où j'ai eu un master en journalisme. Voilà. Ouais, beaucoup d'informations. Donc, avis à toutes les Parisiennes qui souhaiteraient sortir avec un supporter marseillais de t'envoyer leur candidature, c'est ça ? Ah oui, il faut faire cette concession-là, par contre. Pour moi aussi, d'ailleurs. T'es sur Instagram et YouTube, mais c'est tout. T'es pas sur d'autres réseaux sociaux. Souvent, les youtubeurs, ils essayent d'être un petit peu partout pour avoir une communauté qui est un petit peu plus grande. C'est vrai, tu as raison, et ils ont raison d'ailleurs, d'élargir un maximum le plus de réseaux possible. Mais moi, pour l'instant, je me préoccupe de ma chaîne YouTube parce que je poste que là-dessus. Et ensuite, pour me contacter en privé, pour parler avec moi, pour savoir mes actualités, entre guillemets, privées, c'est sur Instagram uniquement. J'ai pas envie pour l'instant de trop m'éparpiller, mais ça risque de très prochainement bouger. Je vais m'ouvrir certainement un compte Twitter, voire Discord, comme certains me le proposent. Mais pour l'instant, je suis sur Instagram. Voilà. D'accord. Mais par contre, tu es un petit peu plus diversifié sur les championnats parce que je ne l'ai pas mis, mais tu fais aussi bien sûr la Coupe de France, mais tu fais la Champions League, la Ligue 1, la Liga, l'Europa League, la Première Ligue, la CAF. Enfin, quel est le championnat que tu ne fais pas ? C'est peut-être plus simple. Bon, quand tu commandes beaucoup de matchs, tu es obligé de faire des choix. Je ne fais pas le championnat italien ni le championnat allemand. Je pourrais les faire. Je pourrais faire les grosses affiches. Sauf que je suis obligé de chercher une certaine cohérence. Il y a des clubs que j'ai envie de faire le plus régulièrement possible pour que ma communauté s'y retrouve un maximum. Par exemple, Liverpool, City, voire le Real ou le Barça. J'ai parfois envie de faire le Bayern ou parfois la Juve ou le Milan. Ça serait intéressant. Mais je peux pas tout faire. Ou alors, tu peux être partout et nulle part à la fois. C'est pas le but. Donc, je me concentre avant tout sur pour moi les meilleurs championnats à l'étranger, la Liga et la Première Ligue. Et sur la Ligue 1, qui concerne mon club de cœur, il y a un championnat qui nous concerne tous parce que je vis en France. Et ensuite, la Ligue des Champions, évidemment, les compétitions européennes comme l'Europa League. Il y a l'Euro qui arrive que je vais commenter également, bien sûr. J'en viens aux compétitions internationales. Alors, j'ai pas encore vécu un Euro ou une Coupe du Monde, par exemple. Par contre, j'ai connu la CAN il y a 1 an et demi. J'ai commenté tous les matchs ou 90% des matchs en juin 2019. C'est jusqu'à présent mon meilleur souvenir sur ma chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est une compétition où tu commentes toutes les équipes tous les jours. Les matchs à élimination directe, 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Parfois, ça va en prolongation, parfois en penalty. Donc, c'est chaud, c'est tendu. Il y a un enjeu énorme. Et aussi parce qu'il y avait une audience assez exceptionnelle, assez impressionnante. Ça a été vraiment une étape importante pour ma chaîne. Là où j'ai pris le plus de plaisir, ça a été la CAN, donc la Coupe d'Afrique 2019, qui a été mis l'été cette fois-ci, parce qu'habituellement c'est en hiver, mais c'était l'été, donc ça tombait bien, parce qu'il n'y avait pas les championnats européens à ce moment-là. Mais grand souvenir la CAN avec la communauté africaine qui a été extraordinaire, une ambiance unique et un charme unique, vraiment. La petite parenthèse. Ouais. C'est vrai que quand je vais sur ta chaîne, il y a pas mal de questions. On te demande même si tu n'es pas algérien, parce que tu commentes beaucoup.
beaucoup de matchs de la CAN. Et du coup, les gens se sont posé quelques questions. Et c'est vrai que par Alors, exemple, j'ai du sang algérien, oui, déjà, pour répondre à la question. Donc, c'est un peu vrai. Mais oui, je commente aussi beaucoup de matchs. Bah, j'ai une grosse communauté aussi sénégalaise par rapport à Sadio Mané quand il joue à Liverpool. Quand c'est Mahrez, il y a bien sûr beaucoup d'Algériens qui sont sur mes lives. C'est vrai que bah il y a des restes de cette CAN 2019, hein, comme je t'ai expliqué, où j'ai eu une forte audience et des gens, quand il y a des matchs qui les intéressent, c'est ça qui est beau, je trouve, avec le foot africain, c'est que les gens, quand il y a leurs joueurs favoris qui jouent ils suivent même leurs joueurs dans les clubs à la lettre, quoi, tous les week-ends. C'est beau ça. C'est pas partout, hein, vraiment. Pour suivre leurs performances. Donc évidemment, tout dépend des matchs. Quelle est ta relation avec ta communauté Alors, déjà, tu sais, quand tu es youtubeur, il y a plusieurs formats. Tu peux faire des vidéos, des lives. Donc, moi, je suis dans le format en direct. Donc, quand tu es en direct, à proprement parler, tu dois être plutôt proche de ta communauté parce que le but, c'est d'interagir avec les personnes. Je suis là aussi avant tout pour commenter un match de football. Donc, il y a une certaine gymnastique, une alternance entre le fait de commenter le match le mieux possible, d'interagir avec les gens dans le chat. Pour les avant-matchs, bien sûr, c'est plus simple, à la mi-temps également, de les saluer un maximum de fois possible, surtout pour les plus fidèles ou même pour les autres. Hein. Je fais le max par rapport à ça. Après, tout dépend de l'audience. Parfois, je peux louper certains messages, mais quoi qu'il arrive, comme je leur dis souvent, je regarde tous les messages en replay. Quand je finis un live, je me repose, je vais manger, je prends ma douche. Et une heure ou deux après, je regarde le live en replay et je vois, je loupe quasiment rien. Donc, voilà, je sais qui a dit quoi. Je connais un petit peu l'appartenance de mes abonnés avec le temps, quel club ils supportent. Avec certains, je suis devenu très proche, hein, des modérateurs et pas que. On parle souvent en privé. Donc, c'est vrai que j'ai tissé des rencontres également. Et c'est important, c'est ce qui me plaît. C'est une des choses qui me plaît le plus dans mon aventure YouTube, cette proximité avec la communauté. C'est peut-être pour ça que je suis plus à l'aise quand je fais des lives que des vidéos. Je suis plus à l'aise. Pourtant, vidéo, il t'est que toi face à ta caméra. Ouais. Je peux couper. Tu peux couper. En live, tu dis une boulette, ça sort, c'est fini en fait. Ah, mais c'est clair. Normalement, ça devrait être l'inverse. Mais moi, quand je suis en live, quand j'ai mon micro, quand je sais qu'il y a le match qui va arriver, bon, je suis quelqu'un aussi très passionné naturellement. J'ai aucune pression, en même temps encore heureux, mais j'ai aucun stress avant un match. Ou alors c'est de la bonne pression, une petite adrénaline. Quand c'est l'OM, quand il y a un gros match, ou même quand il y a un gros match de Ligue des Champions, c'est de l'excitation, voilà. Mais la communauté, au contraire, elle me sert beaucoup, en fait. Ça, c'est intéressant de le dire aussi. Ça m'aide beaucoup, les messages qu'il y a dans le chat. Aussi, parfois, se rebondir sur tel ou tel sujet. Donc, c'est un vrai échange, c'est un vrai partage. Après, je dis aussi de temps en temps, c'est pas égoïste de le dire, mon but premier, ce pourquoi je me suis lancé sur YouTube, peut-être qu'on y viendra, mais c'est pour essayer de commenter un match du mieux possible. Voilà, on peut interagir avec le chat, il y a en plus des onglets, on peut ajouter des statistiques, les codes du match, les compos, donc c'est génial de faire ça via YouTube, parce que tu as plusieurs options hyper intéressantes là-dessus. Après, toi, je sais que tu te contentes pas de faire justement que de commenter des matchs aussi, parce que tu fais des débriefs. On a pu voir, enfin moi j'ai pu voir en tout cas d'anciennes vidéos où on te voit en immersion dans le stade, par exemple à Marseille, au Vélodrome. Donc c'est pas que une expérience de stream, c'est vraiment un YouTube qui est un peu plus complet. C'est pas juste tu es là, tu commentes des matchs. Et donc du coup, ça permet à tes abonnés de soit suivre tes débriefs parce qu'ils ont peut-être pas envie de suivre le match avec toi, ou de regarder un petit peu tes mini reportages. C'est vrai. C'est vrai, parce que certains, j'ai remarqué, qui se sont abonnés pour mes débriefs match. C'est des gens qui veulent regarder les matchs en vrai, à la télé, qui ont les chaînes et qui ne pourraient pas écouter un commentateur sans voir le match. Il y en a beaucoup comme ça et je les comprends totalement. Ça dépend des gens. Donc ces gens-là, je les retrouve dans mes débriefs vidéo par exemple, ou dans mes vidéos tout court, ou dans mes lives au Vélodrome, comme tu dis. C'est vrai. De ce côté-là, il y a une variété selon les personnes, ce qu'ils préfèrent.
Après, moi, c'est la façon dont je fais au quotidien, c'est que j'ai la télé allumée, je coupe le son et je synchronise le commentateur YouTube avec le match, comme si, voilà, c'est aussi possible. Pour ceux qui ont peur tu fais bien de le dire. d'être synchronisés, regardez le chrono, mettez la télé en pause. Maintenant, on a la possibilité de mettre pause sur la télé, ou mettez le live YouTube en pause si le live il est en avance. D'où vient ta passion pour le football et depuis quand? Alors, depuis très jeune, hein, comme on le voit sur la photo, j'avais 6 ans parce que c'est le maillot de l'OM Ericsson, donc celui-là c'est 99. C'est là où j'ai commencé le foot. Hein. À mon époque, dans ma génération, tu pouvais commencer à 6 ans minimum. Maintenant, je crois que c'est 5 ans, c'est un an de moins. Donc, ma passion pour le foot, elle est venue parce que j'ai commencé en club à Marsanet-la-Côte, à côté de Dijon. Et j'ai commencé en tant que gardien de but, d'ailleurs. Et puis ensuite, je suis passé sur le terrain en tant que milieu gauche, voire ailier gauche. Mais ça, c'était à partir de 11 ans. Donc, très tôt, j'ai commencé dans les buts. Donc, j'ai été passionné naturellement de football. Mon père a été un grand supporter de l'OM et il l'est toujours. Donc, il m'a aussi amené au stade Vélodrome très jeune, à mes 7 ans. Mon premier match était OM Toulouse. Voilà, ça vient de mon père. Ça vient de mon père. Et ensuite, moi, j'ai accroché de suite, que ce soit en club et par rapport à l'OM, parce que je pense que c'est l'OM qui m'a fait aimer le football avant tout. On me pose des fois la question, tu préfères quoi? C'est une question qui paraît bête, entre le foot et l'OM. Je dis, moi, c'est l'OM avant le foot. Il faut comprendre la nuance. Certains, ils préfèrent le foot avant l'OM. Certains supporters marseillais, parce qu'ils préfèrent avoir des grands matchs. Ou je sais pas, ça les fait plus vibrer. Et ensuite, tu as le club en second. Je pense que pour toi, c'est peut-être un peu pareil. C'est le PSG, ensuite le foot. C'est le PSG, l'équipe de France, et après le foot. Voilà. Quoique des fois, en ce moment, parce que faut s'accrocher pour l'équipe de France. Il y a des matchs, ils donnent pas envie. Ça gagne, c'est du Deschamps. Ça gagne, c'est efficace, mais on s'ennuie. Ça a toujours été ça, Deschamps. À Marseille, partout où il est passé, c'est sa marque de fabrique. Bon, après, on va pas se plaindre non plus. On a connu pire il y a 10-15 ans, mais c'est vrai que c'est pas très emballant. Question suivante. Ton entraîneur préféré? Alors déjà, pas celui sur la photo, là. Alors, c'est Garce de Garcia. C'est Rudy Garcia. On le voit pas très bien parce que c'est sur le côté. Mais j'ai voulu prendre une photo un petit peu beau gosse. Ouais. De Garcia. Ouais, vrai, Garcia. Parce que t'en as beaucoup parlé dans l'un de tes lives. Est-ce que tu veux en même temps donner une anecdote concernant ce live et de nous citer ton vrai entraîneur préféré? Ah bah Rudy, je le connais. Hein. Rudy, il a commencé sa carrière à Dijon en 2002. Donc j'étais sur Dijon à cette époque-là. Il a remonté le club en Ligue 2 et ensuite il a fait son petit chemin à Le Mans, puis à Lille où il a été champion de France. Ensuite, il est parti en Italie à l'AS Roma. Et il est venu à Marseille en 2016. J'étais sur Marseille d'ailleurs à l'époque. Et une petite anecdote sur Garcia. Ouais, bah tiens, à la commanderie, lors des séances portes ouvertes, vous pouvez parler aux joueurs et à l'entraîneur pour des séances dédicaces à la fin des entraînements. Et il fallait qu'on l'appelle Rudy et pas Garcia. Il me disait non, moi c'est pas Garcia, moi c'est Rudy. Voilà, petite anecdote. Et bon, sinon, après Garcia, c'est sentiment mitigé. Il y a une finale de Coupe d'Europe, d'Europa League, et par la suite, il a coulé le projet à lui tout seul parce que le problème de Garcia, c'est pas tant les mauvais résultats qu'il a eu après, déjà ça, mais surtout qu'il a flingué l'enveloppe de McCourt en fait. Tous les recrutements qu'il a fait, ça a été une catastrophe à l'OM. Strootman, Mitroglou, Germain, non mais tu te rends compte ce que je te dis, Abdenour, Strootman, tout ça c'est du Rudy Garcia, c'est lui qui choisissait lui-même les recrues, donc il a flingué le projet OM. Mais mon entraîneur directeur sportif qui est censé faire tout ça. Il n'avait pas son mot à dire, Zubizarreta. C'était vraiment Garcia qui choisissait. Non. Zubizarreta, il avait un rôle pour le centre de formation, un rôle de conseiller avec les joueurs, mais dans le recrutement, c'était la Mamis qui avait Garcia. Et c'est pour ça, quand il est arrivé à Lyon, Olas, il a dit non, c'est Juninho avec qui il doit coopérer. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ça ne se passe pas très bien entre eux parce qu'il veut encore décider. Voilà.
Alors, au niveau de mon coach préféré, alors ceux qui me connaissent vraiment, il n'y a pas de doute. C'est Marcelo Bielsa, le fameux Bielsa, le grand Marcelo Bielsa qui coach aujourd'hui à Leeds. Non, franchement, j'ai été marqué par son passage à l'OM. Hein, il est resté qu'1 an. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters adverses, comme les Parisiens lyonnais, qui nous disent, mais pourquoi vous l'idolâtrez autant? Le mec, il a claqué la porte au bout d'1 an, d'un jour au lendemain. C'est parce qu'en fait, il a une certaine éthique, il a une certaine morale. Il faut être 100% réglo avec lui. Mais c'est pas lui le fautif. C'est pas lui qui a décidé de partir de l'OM. Mais c'est vrai qu'il a une exigence. Mais c'est un coach qui nous a régalé pendant 1 an. C'était un jeu hyper offensif. C'était des émotions à chaque match. C'était aussi un OM qui jouait le titre. Alors que l'OM, l'année précédente, sous Anigo et Elibo, on était 5, 6e avec beaucoup de jeunes joueurs qui n'étaient pas dans le moule. Bielsa, il est arrivé. 7 victoires d'affilée en début de saison. C'est vrai qu'ensuite, ça s'est. Les gens ils disent en seconde partie de saison, ça s'est effondré. C'est pas forcément vrai. Il y a eu quelques défaites, mais ça s'est pas effondré. Dans les gros matchs, il n'y a pas eu. Ah non, pas du tout. Voilà, exactement. Dans les gros matchs, c'est passé ric-rac. Hein. Contre Paris, on perd 3-2 au match retour en menant 2 fois au score. Contre Monaco, on gagne le match retour. Contre Lyon, on fait 0-0. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le fameux but d'Ocampos qui dépasse pas la ligne là. À la dernière minute, ça a été un match très polémique. Donc le podium, voire le titre, il ne s'est pas joué à grand-chose, à quelques points. D'ailleurs, cette année-là, il y a peu de différence entre le premier et le 4e de Ligue 1. Je crois qu'on finit 4e avec plus de 75 points. Donc, ça a été une superbe année. Mais malheureusement, tu finis 4e, juste derrière Monaco et Lyon, mais de très très peu. Et tu as joué le titre jusqu'à la 34e journée, ce match contre Paris. Voilà. Donc, grand souvenir de Bielsa, qui est mon coach préféré. Il m'a marqué. J'adhère à toutes ces causeries. Hein. J'ai suivi également toutes ses conférences de presse quand il était à Marseille. Il était très intéressant à écouter. Il se cachait jamais derrière l'arbitrage, jamais derrière les autres, jamais derrière les supporters. Non, c'était une expérience et une vraie fierté de l'avoir dans mon club. Et puis partout où il passe, Bielsa, il est très aimé. Hein. Il est idolâtré partout. Donc, un grand monsieur. De loin, de très loin, mon coach préféré, Bielsa. Devant Guéret, devant Deschamps, parce que des coachs qui ont apporté du bien à l'OM ces 20 dernières années, tu as aussi Deschamps qui a remporté le dernier titre de champion de France. Pas le même style de jeu quand même. Pas du tout le même style. Tu as Guéret, qui est aussi un coach offensif, qui était un coach très apprécié aussi, mais non, pour moi, Bielsa est au-dessus. J'ai même le t-shirt, j'ai la coque de téléphone, voilà. J'ai tout de Bielsa. L'écharpe même. Il a pas sa place dans le tableau. Et en plus, Garcia, c'était juste après Bielsa. Hein. Il y a eu Mitchell, puis Garcia après. Ouais, tu passes de caviar à chips. Voilà. Exactement. En plus, Garcia, c'est typiquement le coach français à proprement parler, en fait. Je trouve qu'il représente bien cette médiocrité, ce pleurnichage, ce style Calimero. D'ailleurs, quand on lui posait des questions sur Bielsa, l'expérience Bielsa à Marseille, il disait « Ouais, il n'a jamais rien gagné de très grand. Je ne comprends pas. » Alors que Bielsa, c'est tout l'inverse. Il représente ce style à part, unique, cette fraîcheur dans le jeu, dans ses paroles. C'est vrai que c'est les deux opposés en plus, Garcia et Bielsa. Puis Garcia, beau gosse, le costard et tout. Bielsa, il s'en foutait. Le beau gosse. Ouais, ça bon. Dépend Après, pour qui, hein. Ça dépend pour qui, mais bon. Ça... Voilà, donc je le laisse aux demoiselles. Voilà. Voilà. On va continuer dans tes préférés. Ouais. Et d'ailleurs, tu m'as fait un petit peu sourire. Ton joueur préféré. Ah, mon joueur préféré. Donc, tu te doutes que c'est un joueur de l'OM aussi. Ouais, mais peut-être pas lui. Non, c'est surtout pas Mitroglou. Surtout pas lui. Franchement, ça se voit que tu as invité un Marseillais et que tu es parisienne. Hein, parce que là, non, pas de cadeau. Garcia, Mitroglou. J'ai justement, c'est que je connais très bien les Marseillais et ce qu'ils n'aiment pas. Avec son regard de tueur, là. Ouais, parce que il en a raté des buts hein, chez vous. Franchement, j'avais même de la peine pour vous. Ah, je sais même plus ce qu'il il est toujours chez vous ou pas. Il est toujours en prêt. Non, ouais, parce que c'est vrai qu'il était prêté, il est revenu. Non, il est parti définitivement cet été. Ah bah, ouais. J'ai envie de te dire. On s'en est sorti au bout de 4 ans. Félicitations. 4 ans. Félicitations. Confetti. Ouais, on l'a fêté ça, hein, champagne, Vieux-Port, tu connais à Marseille. Hein. Comme une défaite du PSG en Ligue des Champions. Feu d'artifice. Ouais, Marseille est une vraie ville de football. Hein, Comme a dit Leonardo. Je sais que ça t'a pas plu.
J'ai Non, regardé ce que tu as dit là. justement, T'avais dit Saint-Étienne, mais pas Marseille, t'avais dit. Il aurait dû dire. non, justement Mais parce que j'ai déjà été à Marseille et je sais, tu vas dans un bar, n'importe quel bar, tu trouves des maillots de l'OM. Et voilà, Paris et l'OM, c'est pas du tout la même chose. Paris, on dit pas que c'est une ville non footeuse, mais c'est une ville où il y a pas mal de choses. Et Paris a été créé sur une base de business. Quand on regarde l'histoire de Paris Saint-Germain, on n'a que 50 ans. L'OM, ça n'a rien à voir. On peut être supporter d'un club, mais il y a quand même des choses il faut quand même mettre l'église au milieu du village, quoi. C'est bien de le reconnaître, Exactement. Bah, Paris, tu te baladerais avec un maillot de Marseille, mais à Marseille, tu te baladerais pas avec un maillot de Paris, tu vois. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mon joueur préféré, c'est un joueur marseillais, hein, bien sûr, évidemment. Pour moi, le plus fort que j'ai vu à l'OM depuis que je supporte ce club, et le joueur que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus idolâtré, c'est Didier Drogba. Drogba à Marseille, c'était exceptionnel. Il est resté qu'un an, hein, comme Bielsa. Hein. Ouais, il est pas en resté 2003-2004, un an. Mais alors là, c'était la mania Drogba. Avant qu'il rentrait sur le terrain, tu savais qu'il allait marquer. D'ailleurs, cette année-là, il a marqué contre tout le monde quand il est resté. C'est lui qui nous propulse en finale de Coupe d'Europe. Il a marqué contre Paris, contre Lyon, contre Liverpool, contre l'Inter, contre Newcastle. Il était déjà hors norme, Drogba, à cette époque-là. Ensuite, il est parti à Chelsea pour 35 millions d'euros, ce qui était un transfert énorme à l'époque. Mais voilà, Drogba, je me rappelle, j'étais en CM2 à l'époque, hein, quand je jouais à l'école, à la récréation, quand je marquais un but, je faisais les célébrations de Drogba qu'il faisait à l'époque. Là, j'étais fan, j'avais son maillot. Et j'étais petit, j'étais encore dans l'âge de l'insouciance. J'avais 11-12 ans. Donc, c'était vraiment une vraie idole. Drogba, de loin devant les autres. Ensuite, j'ai eu Lucho à Marseille, Lucho González, que j'ai beaucoup aimé pour sa classe, pour son style de jeu, pour son élégance, pour tout ce qu'il nous a apporté aussi quand on a été champion. J'ai aussi Barton. Tu te souviens de Joey Barton, le bagarreur là, le anglais qui s'est pris avec Zlatan, Big Nose. Tu te rappelles? Ouais, mais c'était un peu tendu parce que tu sais très bien que Zlatan est très calme, posé. Ouais, mais c'est là, on l'a vu venir. Mais ouais, j'ai bien beaucoup aimé Barton aussi. Mais alors Barton, j'ai aimé pas par son talent. Lui, c'est plus par son caractère, sa côté rébellion. Mais t'as besoin de joueurs qui charbonnent, qui prennent des risques, qui n'ont pas peur de carton, qui ont un côté agressif sur le terrain parce que tu peux pas avoir que des joueurs techniques. Il faut aussi des joueurs qui ont aussi un peu de coffre et qui ont une certaine carrure. Il faisait 1 mètre combien du coup? C'est 1m80, Barton. Ouais, 1m80. C'est pas si imposant que ça. Après, il avait un style de jeu très agressif, très dans l'impact, toi. Mais et puis d'ailleurs, cette année où il est à l'OM, c'est pas un titulaire indiscutable parce qu'il arrive au club après une longue suspension parce qu'il s'était battu l'année dernière avec Agüero et l'Angleterre le voulait plus. Hein. Il était blacklisté. Hein. Il se battait à la sortie des boîtes de nuit, il se battait sur le terrain. Il était non mais c'était vraiment. Mais ensuite, l'OM lui a donné sa chance pour le relancer. Il y avait vraiment que l'OM qui s'est positionné dessus. Et il y a eu aussi quelques faits divers à l'entraînement avec des coéquipiers qu'il a raconté plus tard, avec Gignac, ça chambrait beaucoup, avec Zlatan. Cette année-là, d'ailleurs, il avait eu des déclarations très fortes contre des Parisiens, dont Thiago Silva. Neymar aussi. Neymar qui n'était pas au PSG à l'époque, il était au Brésil, qui disait qu'il était surcoté. Là, je repense à son match hier. Et je me pose la question si ce Neymar, déjà, ce qui est sûr, c'est que Neymar, il n'a pas progressé depuis qu'il est arrivé à Paris. On ne peut pas dire qu'il est surcoté parce que c'était un exceptionnel joueur. Au Barça, on l'a vu. La première année à Paris, on l'a vu. Mais là, il ne progresse plus, quoi. Et puis, il a eu trop de pépins physiques, une hygiène de vie pas bonne. Et à l'heure actuelle, Neymar, est-ce que c'est un top mondial? Non. Il y a débat. Il y a débat, là, franchement. Moi, il dit, il n'y a pas débat. C'est pas un top mondial. Un top mondial, tu vas me parler de Cristiano Ronaldo, tu vois. Ouais. Dans le top 5, toi. Dans le top 5 des joueurs. Mondial à son même poste. Pas. Pour moi, c'est un ensemble, tu vois. C'est aussi l'attitude qu'il y a aussi en dehors du terrain, le talent et le travail, tu vois. Il y en a tu prends Benzema, par exemple, il a charbonné. Tu vois, bon, il était aussi sous l'aile de Cristiano Ronaldo. Tu prends Messi, il a un don naturel, tu vois. Mais il travaille un petit peu quand même. Il travaille pas autant que Cristiano, parce qu'il a, par rapport à Cristiano Ronaldo,
même si je l'adore. Messi est supérieur, rien que sans entraînement ni rien, Messi est au-dessus. Tu vois, ça ce talent naturel. Ce qui manque, par exemple, à certains joueurs parisiens comme Verratti et Neymar, contrairement à Mbappé, c'est l'ambition, le fait de vouloir être meilleur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine stagnation. Et c'est pour ça que tu peux pas mettre un joueur dans le top 5 s'il n'a pas cette grinta. C'est clair, surtout au très très haut niveau, dans un match de Ligue des Champions comme hier. 90 minutes à fond, il peut pas. Il peut accélérer de temps en temps. Et puis même, voilà, comme tu as dit, dans l'attitude, dans le quotidien, on se doute que Neymar, c'est pas un grand professionnel. Et puis même, je trouve, dans ses choix, toujours à vouloir en faire trop, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas un... Et puis le Ballon d'Or, il peut l'oublier. Hein. Il était venu à Paris pour le Ballon d'Or, entre autres, aussi. Ça serait une surprise que Neymar devienne Ballon d'Or un jour. C'est jamais, mais... Ouais. Mbappé, je serais pas surprise, mais Neymar, oui. Ah oui. Mbappé, c'est possible, fort possible. Est-ce que tu as quelques anecdotes au stade ou lors de tes débriefs, justement, à partager avec nous? Oui, donc moi je suis un habitué du stade Vélodrome. Hein. J'ai fait, c'est vrai, beaucoup de stades dans ma vie d'ailleurs, dont le Parc des Princes 2 fois pour des PSG-OM. Tiens, je vais parler d'une anecdote lors de mon trajet à Paris avec les Ultras marseillais. Oh là là, le dernier en date d'ailleurs, c'était en l'année Bielsa, la dernière fois que les Marseillais ont pu aller au Parc des Princes, en Ligue 1 je parle, pas en Coupe. En Coupe, il y a 3 ans. Mais c'était en Ligue 1, c'était en novembre 2014. J'avais fait le trajet avec les Yankees Nord-Marseille. Donc, c'était très très chaud, surtout quand tu arrives sur Paris en fait, parce que tous les terrasses sont ouvertes, les mecs qui t'attendent tous, ils sont debout, t'es escorté, c'est vraiment une ambiance spéciale. Et puis nous, on était tous aux vitres en train de taper, en train de chanter des chants marseillais, et puis à l'extérieur, et puis on n'était pas à l'abri d'un caillassage ou quoi, hein. Tu sais comment ça se passe, ce genre de déplacement. Ouais. Et puis on s'est fait caillasser peu avant l'entrée au Parc des Princes, je me souviens. Et puis quand le bus s'est déposé à l'extérieur, enfin juste à côté du parc, c'était pas terminé parce que quand tu arrives au Parc des Princes, en fait, via la tribune visiteuse, tu lèves la tête et tu vois des supporters, je sais pas comment ça se fait, des supporters du PSG au-dessus des escaliers qui t'insultent de tous les noms et tout, et ça s'en activait beaucoup en fait. Donc, ce qui m'a marqué on sait accueillir les visiteurs. Ouais. Ce qui m'a marqué lors de ce PSG-OM au parc, c'est plus le trajet en allant au Parc des Princes que le match en lui-même. En plus, c'était pas la grosse époque du Parc des Princes. Moi, j'ai connu une grosse ambiance au Parc des Princes. C'était en 2007-2008, quand il y avait encore les vrais ultras à l'époque. Là, j'avais été impressionné par l'ambiance. Vraiment, c'était chaud. C'était à faire. J'étais content de le faire. Après, en 2014, bon, ça m'a moins plu. En 2014, d'ailleurs, ils avaient tout rasé. Il n'y avait même pas le cup. Il n'y avait plus rien là. Tu sais, c'était juste après le plan Le Pou, 3-4 ans après. Donc là. Et après, au stade Vélodrome, beaucoup. Ouais, ça n'avait rien à voir. Après, au stade Vélodrome, beaucoup d'anecdotes. La dernière en date, je dirais... Oh, j'en ai tellement. Surtout que moi, au stade, je suis le même qu'en live, voire pire quand c'est l'OM. Hein, je veux dire, des fois, j'allais avec mon père en tribune latérale, mais je me tenais debout comme si j'étais dans les virages, dans les copes. Et j'étais petit. Et d'ailleurs, après la finale de Coupe de France en 2007, que l'OM perd au penalty, un an après celle qu'on perd contre Paris en 2006, tu dois t'en souvenir, j'en avais pleuré dans les tribunes. Et je me souviens, il y avait des Marseillais, des anciens, des supporters expérimentés qui me tapaient sur l'épaule. C'est rien, Mino, t'en verras d'autres. Moi, j'en pouvais plus. L'OM n'avait jamais gagné un titre à ce moment-là, en 2007, depuis que j'étais né. Donc, j'en avais pleuré ce soir-là. C'était juste après la finale au Stade de France. Sinon, des anecdotes. J'en ai beaucoup lors de PSG-OM. Hein. Et c'est pareil, des échauffourées avec... Surtout du match de Cavani quand vous gagnez 2-1 contre nous et que Cavani à la 90e met le but d'égalisation. Ouais. Alors, à ce moment de ce but, je suis à l'opposé du coup franc de Cavani. Je suis côté virage sud, alors que lui, il tire côté virage nord. Mais c'est pire parce que je le vois pas beaucoup, en fait. Et je décide de fermer les yeux. Parce que c'est trop dur à supporter la pression. Il reste 30 secondes. J'étais avec mon ex-copine. Je lui disais, après le coup franc, c'est terminé. Et j'étais en train de me dire, putain, c'est trop beau pour être vrai. Le stade, il est en fumette. Il y a une ambiance exceptionnelle.
Ouais. Il manque juste le coup franc, en fait. Et en plus, Paris était à 10. Et en fait, ce que je fais, c'est que je regarde la tribune à côté de moi. Je regarde pas le coup franc pour voir si la réaction des supporters, s'il y a but, s'il le rate, ça va être un cri de joie. S'il y a but, ça va être un silence de cathédrale. Et là, j'entends, ça siffle. Au Vélodrome, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, ce qui est impressionnant aussi dans ce stade, c'est les broncas. Surtout quand il y a les Parisiens, ça siffle fort tout le match quand ils ont le ballon. Je pense que ça se voit un peu à la télé. Et là, encore plus, dernière seconde, le coup franc, tout le monde siffle Cavani. Et boum, il tire son coup franc, t'entends plus un chat. Et je vois des gestes gestuels dans le virage. Les gens, ils font. Et là, je comprends. Comme ça, un silence, c'est comme un ras-le-bol. Et là, je dis, non. Cauchemar. C'est ouais, le cauchemar. Et puis il y avait mon ex-copine qui disait à côté de moi, bon, elle connaissait pas grand-chose au football, mais elle était prise par l'ambiance, par l'OM. Et pour elle, ça a été une aventure exceptionnelle d'aller au stade Vélodrome. Elle me l'a souvent dit après. Je m'en souviendrai. Elle a été marquée vraiment par l'ambiance, surtout pour un OM-PSG. La première fois qu'elle va voir un match de foot au MPG en plus. Donc, moi, j'aime bien amener des gens désintéressés du foot aussi au Vélodrome. Ah ouais, c'était le summum. Je me souviendrai toujours de sa tête lors du premier aux armes, 2 heures avant le match. C'était très, très fort. Et là, elle me disait, putain, on va jamais y arriver, c'est pas vrai. Jamais on va y arriver, on n'a jamais le droit à la victoire. Elle me disait un truc comme ça. Je dis, bon, c'est pas grave. Et moi, j'étais dans le rôle de lui dire, c'est pas grave, on a fait match nul, c'était un bon match. Déjà, parce qu'avant le match, on s'attendait à prendre une valise. C'était le premier match de Neymar, Mbappé lors d'un classico. Paris était largement favori un jour-là. Et Paris avait pas fait un bon match. Bizarrement, ouais. Mais moi, j'ai eu des émotions inverses. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je ressortis du match, oui, à moitié frustré, mais pas dégoûté non plus, parce que j'avais vécu une grosse ambiance, on avait rivalisé, il y avait un match nul, donc c'est pas mon pire souvenir au Vélodrome, hein, loin de là. C'est même pas mon pire souvenir lors d'un OM-PSG. Oh non, j'en ai des beaucoup plus dramatiques. J'en ai d'ailleurs parlé à Seyss en commentaire l'autre coup. Ouais, j'ai des OM Lyon, c'est assez marquant. Hein. Tu sais que la rivalité OM Lyon ces dernières années, elle est montée d'un level. Ouais, le OM Lyon, le retour de Valbuena, le OM Lyon l'an passé où Garcia revient, le OM Lyon avec le but refusé d'Ocampos. Ouais, quand Valbuena il revient au stade Vélodrome, je suis fou de rage, quoi. Je suis le premier à siffler quand il tire les corners, à monter au grillage pour l'insulter, quoi, le provoquer. Mais vraiment, j'ai même une photo que je peux t'envoyer. On voit bien en gros plan sur RMC avec ma veste. Non, c'est pas celle-là, c'est la veste de l'Argentine. Et ce jour-là, j'étais en transe, quoi. Je me rappelle. Et puis j'avais l'impression aussi qu'il y avait un arbitrage pro-lyonnais en fait ce soir-là. Alors qu'en voyant les ralentis, bon, c'était un peu exagéré, mais on avait tous ces sensations. C'est pour ça que le stade, il a pété un câble au bout d'1 heure de jeu et qu'il y a eu des projectiles lancés sur la pelouse, même si c'est inexcusable, parce qu'on a l'impression de se faire voler comme jamais une fois de plus par Lyon. Et après, l'arbitre a arrêté le match. Donc, après, c'est différent parce que à la télé, t'as les replays qui te remontent au ralenti 1000 fois l'image. Dans le stade, t'es dans l'euphorie, t'as pas un grand écran qui te fait des ralentissements sur une faute pour que tu puisses bien voir l'action et bien juger. Donc c'est sûr que t'aurais une réaction différente si tu regardais le match tranquillement. Enfin tranquillement, parce que c'est jamais tranquillement chez toi à la maison. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote aussi lors d'un OM-PSG. En 2007, j'avais 14 ans et mon père avait pris des places ce jour-là en tribune latérale, gagnée juste à côté du parcage parisien. Donc là, ça s'échangeait de tout, hein, des briquets, des canettes, tu voyais tout voler avant le match, c'était incroyable. Et à la mi-temps, les Parisiens étaient partis vers la buvette du stade et il y avait des Marseillais qui allaient les courser pour les invectiver aussi. Et puis les Parisiens, ils chantaient Elle est où la Coupe de France? Elle est où? Parce qu'un an avant, ils avaient gagné la Coupe de France en 2006, la finale. Et nous, on chantait Paris en D2, Paris en D2. Parce que cette année-là, c'est l'année du maintien, où Diané marque à la dernière minute. C'était cette époque-là, toi. Paris était proche de la descente. Et donc, ça chambrait des deux côtés, ce chant-là. Eux, ils disaient Elle est où la Coupe de France? Et nous, on disait Paris en D2. J'en aurais tellement d'anecdotes à te raconter, Johanna. Je pense que ça pourrait durer des heures. Non, si tu cites un match, j'aurais une anecdote à te raconter. Si tu me cites un match en particulier. Il y en a. Alors, il y a un match très important. Enfin, pas très important, mais un match catastrophique. PSG-OM, l'année dernière, 17 cartons. Attends, l'année dernière, au mois de septembre, là, non? Ouais, là où il y a eu 17 cartons.
Mais c'est un mode Street Fight. Et là, vous avez gagné. Ah bah, ça faisait 9 ans que vous avez. oui, bah là, je l'avais dit, j'avais commenté le match. D'ailleurs, ah oui, c'était un de mes lives les plus réussis de ma chaîne, excuse-moi. J'étais en folie, hein, j'étais en folie. Si tu regardes le replay, j'étais waouh, j'avais mis une ambiance incroyable, j'étais surpassé. Je le regarde du coup. Et dans le chat, c'était aussi la folie quand j'y repense. Ouais, il y avait des commentaires, ça défilait, mais comme jamais, je crois. Jamais. Et c'est vrai que j'avais dit que c'était le retour des vrais PGOM hein, des années 90, hein, dans la bagarre, dans le duel physique. C'était peut-être encore plus pour toi qui étais au stade. Tu l'as encore plus ressenti. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur YouTube que le stade était pas rempli, donc c'est pas la même chose. Ouais, mais t'entendais beaucoup les supporters, tout ce qu'ils disaient. Je sais pas si toi, j'entendais des insultes et les joueurs, sur Payet par exemple, sur Thauvin. C'était bizarre. T'as l'impression que c'était une ambiance genre petit stade du dimanche où il y a 2-3 000 personnes. Tu sais, un match de quartier, limite amateur. Un petit district. Ouais, un petit district. Ça donnait un peu ce sentiment-là. Après, j'avais écouté ta réaction après le match sur PG Fan TV et tu étais très dégoûté. Oh là là! Et c'était d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Après, j'ai cliqué sur ta chaîne et ouais, j'avais vu ta réaction. Tu disais, les Parisiens, ils ont encore pété les plombs, ils n'ont pas assumé. Toujours, on perd les pédales, nos joueurs, un peu comme hier hein, pour Di Maria. Non, mais ça, c'est réaction à chaud. Hein. Tu sais, on m'en parle. Ouais. Tu m'étonnes. C'est pour ça que j'aime bien faire des réactions posées et à chaud. Il y a des trucs que je dis, t'as abusé. Mais c'est la passion. Des fois, j'aimerais bien faire un débrief avec le recul le lendemain, mais j'ose pas. Je me dis toujours, non, en faisant qu'un, mais des fois, c'est bien de. Non, moi, je fais les deux. Je fais les deux. Je t'inviterai dans un débrief recul. Ouais. À froid. Moi, j'avais ça, débrief à froid. Même si c'est tiède. C'est toujours tiède. C'est jamais vraiment à froid. Beaucoup veulent se lancer sur YouTube. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Est-ce que tu as une équipe où tu fais tout toi-même? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles 10 heures par semaine ou 60 heures par semaine? Alors, bon, déjà, dans mon domaine, hein, si vous voulez vous lancer sur YouTube pour créer une chaîne sur le foot, faut être passionné par ce sport. Faut savoir parler avec son cœur. Faut savoir avoir de la personnalité. Faut savoir être régulier aussi. Hein, c'est-à-dire pas poster une vidéo et faire un break de 10 jours. Surtout si vous commencez, ça marchera pas, ça prendra pas. Faut avoir une certaine régularité, surtout dès le départ. Faut avoir aussi des projets un peu précis. Faut savoir être aussi, comme un joueur de foot, je dirais un peu tactique dans le sens où savoir ce qu'on veut faire sur YouTube. Est-ce que vous voulez faire des débriefs sur le foot en général, parler des transferts sur le mercato, parler de tel ou tel club, ou être plus généraliste, ou commenter des matchs, ou faire des pronostics? Il y a plein de choses à traiter qu'on pourrait faire rien qu'en créant une chaîne de foot, ou faire des reportages, ou faire des vlogs sur les ambiances dans les stades de foot. Il faut trouver son concept ou ses concepts. Il faut être passionné, motivé et régulier. Et si vous avez aussi de la personnalité ou alors des connaissances, il y a plusieurs moyens de, j'ai envie de dire, faire son trou. Soit avoir beaucoup de connaissances sur le foot, soit avoir une personnalité qui plaît, soit avoir même de l'humour. Même, on peut réussir dans le foot en faisant des chaînes un peu humoristiques ou avoir un côté humoristique. Ou alors être très passionné, que ça se ressente. Ou alors avec le travail aussi. Avec le travail, la qualité à mener dans vos vidéos, le travail, ça donnera envie aux gens de s'abonner si vous êtes sérieux dans ce sens-là. Donc, soyez vous-même, lancez-vous. Moi, alors j'en reviens à mon parcours. Moi, je me suis lancé sur YouTube à l'été 2018, mais je me posais la question toute l'année. De 2017, je me disais, ah bon, je sais que je vais me lancer sur YouTube cette année, mais quand? J'ai un peu retardé les échéances. Avec le recul, je le regrette parce que si je m'en serais lancé plus tôt, j'aurais gagné de l'expérience, j'aurais gagné des trucs que je n'ai pas su avec le temps. Donc, faut se lancer, hein, faut pas attendre, faut se lancer. Et après, effectivement, il faut. Alors, la deuxième question, est-ce que j'ai une équipe ou non, j'ai jamais eu vraiment une équipe autour de moi. C'est pas que je veux pas, mais il faut trouver des personnes de confiance. Moi, je suis preneur de bons conseils. Hein. Bon, après, on m'a déjà conseillé. Je me suis déjà entretenu avec d'autres youtubeurs qui m'ont aidé sur certains points, mais j'ai pas une équipe à proprement parler. J'ai quelqu'un qui me fait mes miniatures, d'ailleurs en ce moment. Mais ce n'était pas le cas avant. Donc, je me suis toujours débrouillé à peu près tout seul. Après, j'ai appris avec des tutos sur YouTube, des trucs basiques, hein, vraiment. T'apprends sur YouTube comment être un YouTubeur.
Eh ben, je cliquais ça au départ quand j'ai lancé ma chaîne, quoi. Enfin, peut-être pas ça, mais pour installer tel logiciel, avoir tel matériel, je me suis renseigné sur Google, sur YouTube. Oh, c'était un gros travail, hein. C'était les premiers réflexes que j'ai fait quand j'ai créé ma chaîne. C'est ça, hein. Je suis parti de Ouais. zéro, hein. Personne m'a lancé, personne m'a donné une publicité, donc je choisis Ouais. mon matériel, ce que je voulais faire. Ouais, c'est une vraie aventure où j'étais parti de zéro et avec plein de souvenirs en tête depuis maintenant presque 3 ans, hein. Ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube. Mais Alors, bravo. je travaille pas à côté depuis 1 an et demi. Je me suis consacré à temps plein sur ma chaîne depuis que voilà, ça prenait de plus en plus. Donc, qu'est-ce que ça représente en termes de travail? Donc, moi, vous connaissez le concept sur ma chaîne. Enfin, il y en a des qui vont pas me connaître parmi Pour tes ceux qui auditeurs, vont te forcément, je m'excuse. découvrir. Ouais, c'est sûr, il y en a toujours des qui te découvrent. Donc, je commente les matchs en direct quotidiennement, on va dire 5 ou 6 jours sur 7. En moyenne, je commande des matchs. Donc le week-end, c'est souvent 2 matchs par jour, voire 3 matchs par jour. C'était beaucoup quand même à l'époque, hein. Il y a 1 an ou 2, je faisais 3 matchs par jour le samedi, le dimanche. Je charbonnais beaucoup, mais toujours avec un plaisir à faire ça. Parce que j'ai toujours dit, le jour où je prenais plus de plaisir, ça se ressentira et je ne pourrais pas continuer tous les jours. Parce que nous, je pense aussi à mes collègues, ce qu'on fait, ça demande la régularité quand même, hein. Faut être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on est en live pendant des heures. Donc, si on prend pas de plaisir, ben, on peut pas continuer. C'est impossible. Bah, un match, c'est 3 heures minimum. Ouais, Enfin, parce qu'il y a j'exagère. l'avant-match pendant une Parce heure. que tu as l'avant-match d'1 heure environ, tu as, Ouais. les 90 Après, minutes. ouais, c'est clair. Donc, grosso modo, je sais pas, une journée type, un live, il dure 3 heures quand je fais un live par jour. Après, en termes de préparation, ce que ça représente pour moi. Après, j'ai beaucoup galéré, hein, parce que tu sais, j'étais sur Mac à l'époque, un truc tout pourri. Donc, les logiciels se chargent moins vite. Pour trouver des miniatures logos, ça prend plus de temps. Je suis sur Ouais, on va Mac. dire ça. Ça me prenait 1 heure et demie de prépa. Oh, je sais pas. Peut-être un peu plus, parce qu'il y a plein de choses. En fait, tu coupes jamais mentalement. Toujours, tu penses au prochain live, en fait. Tu regardes le calendrier, tu planifies ton programme. Je me renseignais beaucoup aussi la journée sur les infos importantes des deux équipes. Mais ça, c'est tout dans la tête. Et ouais, donc ça représente 4-5 heures par jour pour une petite journée où il y a un match. Après, le week-end, ça a été un peu plus. Le week-end où tu as 2 ou 3 matchs par jour, bah, c'est toute la journée pratiquement. La veille, quand tu finis à 23 heures, il faut préparer le lendemain pour le dimanche. Donc, ça demande une régularité. C'est-à-dire que j'ai jamais coupé une semaine ou 15 jours de live. Tu vois? Oh, si, peut-être, j'exagère. Peut-être après la CAN, la période mercato. Mais là, je faisais des vidéos mercato à l'époque, je me rappelle. Ouais, mais c'est que tu J'avais coupes essayé. les lives, mais tu passes à un format vidéo. Donc, tu laisses pas ta communauté en plan. Ah ouais. Non, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, j'avais fait du mercato pendant tout l'été 2019. J'ai essayé autre chose qui a plus ou moins marché, hein, j'avoue. Mais j'étais dans autre chose. Et avec le recul, je comprends pourquoi, ce que j'aurais dû faire de mieux d'ailleurs à cette époque-là. Mais d'ailleurs, on en parlera plus tard, hein, de la vidéo sur mes projets futurs, sur quel concept je peux être amené à parler. Mais voilà, grosso modo, les conseils que je pourrais donner pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Et le temps que ça me représente en termes d'horaire. Ah, parce que t'appuies pas sur un bouton et go live, comme on dit. C'est un peu plus compliqué parce que tu as le graphisme, tu as tout. Et justement, avec le temps, ça va me prendre encore plus de temps. Ça, on en parlera plus tard. Mais ouais, parce que j'ai envie de m'améliorer. Tu prends plus de temps, mais tu gagnes du temps aussi derrière. C'est-à-dire, il y a des choses après qui vont être en roue libre. En fait, c'est ça. C'est vrai, ça. La mise en place qui prend le plus de temps. Et une fois que tu as installé, bah, ça va beaucoup plus vite à des automatismes, mais tu charbonnes quand même. Tu charbonnes. Et après, tu peux plus te focaliser sur le contenu. Par exemple, au départ, tu apprends à utiliser le logiciel. Et une fois que tu maîtrises le logiciel, tu apprends que tu peux pousser le logiciel encore un peu plus loin et apporter davantage. Mais en tout cas, très beau parcours. Tu as oublié juste de préciser un truc. 150 000 abonnés environ quand même. Hein. Ouais, donc tu veux que je te donne mon parcours, mais pas lié petit à petit? Non. Non, ça va. Mais voilà, faut préciser, c'est que voilà, t'as pas. Moi, je suis petite à côté de toi. Je suis une toute petite. Quoique bon, j'ai quand même 7000 abonnés. Ouais. En fait, ce qui est toujours le plus dur, c'est le premier palier, hein. Ensuite,
Mais Bah, le oui, je plus me rends dur, pas compte. c'est les 100, c'est 100 abonnés. C'est ça le plus dur. Ah oui, oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Parce que C'est au t'es tout pas départ. connu, t'as rien du tout, t'as Ah, aucune aucun visibilité. référencement, ouais. YouTube, voilà, il te dit Bah oui, t'existes pas. Et en galère. plus, tant que t'as pas, en fait, je vais expliquer les paliers. Tant que t'as pas 100 abonnés, tu peux pas personnaliser l'URL de ta chaîne YouTube. Moi, Mhm. sur ma chaîne, c'est différent. Comme c'est une chaîne que j'ai reprise qui a environ 15 ans, à l'époque, c'était par des non-users. Bon, ça que ma chaîne, en fait, je Ah peux ouais, pas la changer. Le d'accord. non-user est bloqué et c'est Frenchy. Donc, tu vois, Pas grave, ça. ouais, Ah oui, merde. Ah ouais, ça pose un. Ah, j'ai pas remarqué ça. D'accord. c'est Frenchy. Donc, c'est avec des numéros derrière et tout. Et même Thomas, il me dit, mais comme tu partageais ma chaîne, et il dit, mais pourquoi il y a Frenchy et je vois pas Jonathan? Je dis, non, mais là, Ouais. il y a écrit user, tu peux pas bouger. Et même si tu mets le bon URL, des fois, il a tendance à reprendre Frenchy. Après, une fois que t'as un nom de ta chaîne et tout, même avant, en fait, t'es obligé de donner tes informations pour pouvoir poster parce que au départ, tu peux pas poster des vidéos qui font plus de 15 minutes si t'as pas fait tel et tel truc. Après, tu peux pas liver, faire des streams pendant plus d'1 heure ou 2 heures tant que t'as pas un certain prérequis. Tu peux pas être monétisé tant que t'as pas 1000 heures de vues. Non, t'as 1000 abonnés et 4000 heures. 4000 heures de vues les 12 derniers mois. Sachant qu'avant, ils donnaient la monétisation beaucoup plus facilement. J'ai même été proposé plusieurs fois la monétisation. J'avais refusé parce qu'à l'époque, je voulais pas être monétisée. Et maintenant, la monétisation, c'est très importante. Après, t'as pas l'onglet communauté tant que t'as pas 1000 abonnés. Tu peux faire des shorts, c'est les versions courtes, des vidéos verticales, mais les stories qui restent 1 semaine, il faut 10 000 abonnés. Et en fait, ce système, il est fait pour stimuler, en fait, pour dire, ah, j'ai le droit à ça, pour t'engager, pour te forcer à être un petit peu meilleur à chaque fois, en fait. C'est normal, ouais, c'est clair. Ouais, mais ouais, tu me rappelles des souvenirs hein, quand tu me reparles de toutes ces règles. Ouais, je suis passé par là où je pouvais pas poster dans l'onglet communauté. Après, je crois que c'est aux 1000 abonnés que j'ai pu, donc j'étais content. Ouais, c'est ça. Et ensuite, la monétisation, ouais, c'est tout un parcours en fait. Et je te motive aussi par rapport à ça. Mais avant tout, le moteur, je pense que c'est notre communauté, c'est notre audience, quoi. Et c'est la passion. Voilà. Et la passion, oui. Et la passion, bien sûr. Ça, c'est clair. Après, nous, on a quand même la chance d'être dans une bonne niche. La niche, c'est le terme anglicisme. C'est le thématique parce que si vous vous lancez sur YouTube, c'est mieux d'être que dans un truc. Si vous pouvez pas faire à la fois, je sais pas, proposer des recettes de cuisine, parler foot et je sais pas, et parler voyage et parler high tech, ça marchera pas parce que les gens ils vont s'abonner que pour un sujet. Et YouTube va dire ah mais vos vidéos elles plaisent pas à vos communautés, ils cliquent pas sur toutes les vidéos. Donc faut créer une chaîne secondaire à ce compte-là, hein. Mais non, ça va pas comme moi parce que j'en ai 3 maintenant. J'ai 3 chaînes. Non mais ça peut être intéressant. Non mais franchement. C'est du temps. C'est du temps. Ouais, c'est du temps par contre, c'est clair. Quel a été l'impact de YouTube dans ta vie privée? Ah, ça m'a fait beaucoup de changements. Hein. Juste avant de commencer sur YouTube. Je sortais, j'étais où? J'étais à la Provence pendant quelques mois. Juste avant, j'étais en école de journalisme à Marseille. YouTube, c'est un rythme de vie particulier aussi. Comme je l'expliquais, bon, moi, par rapport à mon concept, je commente les matchs tous les soirs, donc je peux pas me permettre quand on me propose une soirée, un rendez-vous. J'en ai eu des propositions, hein, je t'assure. La première année, allez Raph, ce soir. Et non, moi je disais non, je commente mon match sur YouTube. Je dois respecter ça, quoi. Si je veux m'engager à fond à 100%, je ne peux pas me permettre de louper un match assez important, un match du week-end. Même je faisais les multiplex Ligue 1, je me rappelle, qui était le samedi soir il y a 2 ans, alors que je pouvais faire autre chose, voilà. Mais c'est aussi quelques sacrifices par rapport à ça, pour répondre à ça par rapport à ma vie privée déjà, parce que le soir, voilà, c'est aussi là où les gens sont disponibles. Et c'est vrai que je suis un peu bloqué par rapport à ça. Donc, je suis toujours pris, grosso modo, quasiment tout le temps de 19h jusqu'à 23h minuit. Ensuite, je me couche plus tard, hein, par contre, j'avoue, parce que quand tu ressors d'un live, moi, j'arrive pas à m'endormir dans l'heure qui suit, quoi. Je sais pas si c'est pareil pour mes collègues, mais peut-être faut que ça redescende un peu. Ouais, en plus, tu manges, tu prends ta douche, voilà. Enfin, ouais, je m'endors 2-3 heures après, donc ça fait tard. Ensuite,
le lendemain, mais je me réveille en fin de matinée ou parfois en début de matinée. Ça dépend le stress qu'il y a eu la veille du live. Si j'ai une journée plus complète à préparer que l'autre. Bon, par contre, c'est vrai que l'après-midi, parfois, il y a de la place et encore heureux au temps libre où je peux un petit peu souffler à ce moment-là. Donc, ça fait un petit décalage par rapport à certaines personnes. Au niveau du sommeil, je dors bien. Ouais, mes nuits se passent bien. Je veux dire, parce que je vais bien dans ma vie, quoi. Je prends du plaisir avec ce que je fais. J'arrive à gagner ma vie sur YouTube depuis le mois de septembre. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube. Donc pendant 2 ans, j'ai pas gagné ma vie grâce à ça. J'ai galéré, j'ai fait des sacrifices pour si j'en arrive là. Mais je suis bien dans ma tête. Donc je dors bien. Et après, par contre, il faut que je fasse attention. Je reçois même des conseils d'autres youtubeurs, notamment Steve, supporter of Marseille, que je salue, un youtubeur marseillais qui me dit fais attention quand même, Raph, la vie passe vite, tu as 28 ans, il faut quand même que tu penses à ta vie privée, à tes potes. Voilà, il faut. Envoyer vos CV. C'est bien. YouTube, c'est bien, mais il y a la vie aussi à côté. Il y a la vie à côté. Ouais, je vais être d'accord avec le fait qu'il y a la vie. Mais quand tu te lances au départ, bah, tu es obligé de donner à 100%. Ah ouais. Si dans 5 ans, 5-10 ans, tu as encore cet état d'esprit, là, je comprends que, écoute. T'as raison. Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi. T'as raison, c'était mon état d'esprit d'être à fond sur YouTube à m'a lancé. Et même encore jusqu'à maintenant, je me vois pas. Voilà, j'ai toujours dit, bon, mais non, en fait, et puis j'aime ce que je fais. Donc, je me pose des questions encore. Hein. Des fois, je me dis, est-ce que c'est un mal d'être en live tous les jours, de prendre autant. Bon, après, ça me prend du temps, mais ça me prend pas non plus 10 heures par jour, sincèrement. Il y a pire dans la vie. Il y a des gens qui sont au travail 10 heures par jour, il y a des gens qui n'ont aucun temps libre, qui ont une vie de famille. Moi, j'ai quand même un peu du temps pour moi. Donc, peut-être à moi aussi de gérer mieux ça. Parce que c'est vrai que j'avoue, il y a eu des périodes où je voyais pas grand monde pendant quelques mois. Bon, c'est aussi du contexte actuellement. Donc, il faut que je me pose. Je connais ça, mais il y a aussi, tu profites aussi du confinement et du fait que la plupart des gens sont sur YouTube. Donc, c'est à ce moment, c'est la période où il faut charbonner. Tu vois, parce que les gens, ils peuvent pas sortir, donc ils sont à fond. Et pour te donner un exemple, regarde Sodred. Hier, il a franchi le cas, c'est un youtubeur. Ouais, j'ai félicité d'ailleurs. Dès que j'ai vu, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse hier, mais il a fait les 500K hier. 500 000. Mais Sodred, il live pas tous les jours. Il a une vie, il a sa petite femme, tranquille. Il fait pas d'autres émissions. Il peut te faire 2 lives, 4 lives par la semaine. Tu vois que lui, il a baissé. Il commente pas tous les jours, tu vois. Contrairement à nous, petits. Ouais. Mais c'était pas le cas au début pour Sodred. C'était pas le cas au début. Il est passé par là. Il a charbonné aussi, Sodred, à faire des lives tous les jours. Et ensuite, maintenant, je pense qu'il est dans un autre état d'esprit d'être un maximum qualitatif, d'être au détail près, à moindre toi. Je comprends totalement son état d'esprit. Mais après, ce que ça représente en termes d'heures de travail, je pense même qu'il est au-dessus de moi parce que la préparation qu'il a. Il bosse plus. Ouais, c'est impressionnant. Je te le dis, le gars à 8h du matin, il est déjà en train de bosser son live, tu vois. Donc moi, 8h du matin, je suis au taf, tu vois. Voilà. Je me prépare à aller au taf. Donc c'est sûr que... Il y a une rigueur. Voilà, il a une certaine rigueur. Et il aime pas bâcler le truc et encore pick up à Sodred. Et lui, il fait que ça. Hein. Et d'ailleurs, il a un état d'esprit toujours, parce que je le connais, mais il veut pas faire un live s'il n'est pas en forme, s'il n'est pas à 100%. Toi, s'il est un peu fatigué, pourtant, il pourrait faire le live. Ça fera toujours de l'audience, il gagnera toujours parce que plus tu fais live, plus tu as des abonnés. Mais moi, par exemple, jeudi dernier, je devais faire l'Europa League, mais je me sentais fatigué après la Ligue des Champions, mais vraiment fatigué. Toi, c'est rare, pas beaucoup de voix. Et je ne l'ai pas fait, non pas parce que j'avais pas de temps, mais parce que j'étais fatigué. Et si je faisais le live, je donnais une mauvaise image à mes abonnés. J'aurais pas été le Raph habituel, le Raph à fond. À l'époque, quand je débutais, je n'avais pas cet état d'esprit. Je devais être en live, je devais avancer, et c'est normal en même temps. Maintenant, je vais changer par rapport à ça. Si je suis vraiment fatigué, si je suis KO, si j'ai besoin de souffler une journée, je soufflerai une journée, mais j'en profiterai pour préparer d'autres choses, pour penser à ce que je peux faire, voilà. Mais vaut mieux pas faire le live
attention au terme charbonner. C'est vrai que c'est important de charbonner, de faire beaucoup. Moi, j'ai pas rien contre ça. Je fais beaucoup de live, je suis quasiment tous les jours. En quantité, c'est quand même assez important. Mais si tu n'es pas en forme, moi, à l'heure actuelle, j'ai 144 000 abonnés quasiment. Si je suis pas en forme un soir pendant un live, ça me coûte quoi d'annuler le live? Au contraire, parce que si je fais le live et que je suis pas en forme, le mec qui va m'écouter, le lendemain, il aura plus envie de revenir. Donc, vaut mieux des fois laisser les abonnés sur une bonne image. Non, mais Et je pense que c'est ce qu'ils pensent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a un juste milieu, tu vois. Il y a un juste trouver le bon milieu. C'est intéressant. Moi, c'est tout le contraire. J'ai commencé à faire des lives, mais en mode éclaté. C'est tout le contraire. Parce que moi, j'enregistrais mes émissions et à la fin, je pouvais plus les éditer parce que moi, j'ai eu le Covid l'année dernière. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un live et faire un débrief du match en live parce que de toute façon, je peux pas éditer. J'ai pas le temps, ça me prend trop le temps et je suis fatiguée. Et du coup, ça m'a permis de me rapprocher de ma communauté. Donc, je dis pas que c'était des débriefs qui étaient complètement nuls. C'était juste plus simple pour moi d'avoir une communauté avec qui parler et parler du match. Et c'était plus simple pour moi de faire un live. Alors, pourtant, c'est censé être plus compliqué que de lancer une vidéo. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire des lives, mais en mode éclaté. Je ressemblais à rien, fatiguée. Et les gens, ils voyaient vraiment ma détresse. Et les gens, peut-être parce qu'ils avaient pitié, ils se disent, la nana, elle est au bout de sa vie, elle fait l'effort. Bon, c'était pas des lives où je restais 3 heures, hein, je durais 20, 30 minutes, tu vois. Mais c'est comme ça que je me suis fait connaître par ma communauté. Et j'ai dit, de toute façon, ça peut que monter en qualité. Ça peut pas être plus bas. Donc moi, j'ai commencé les lives en mode, je fais le live même si je suis fatiguée et tout, parce que fallait absolument que je me stimule pour je comprends tout à fait. Pour être présente. Sinon, je ne faisais rien et j'étais en arrêt pendant plus d'1 mois, tu vois. Sinon, je faisais rien. C'est le foot qui m'a forcé. Et pour battre le Covid, moi, j'ai eu un sale Covid. Hein. Mais tu as eu un sale Covid, ce que j'allais te demander. C'était C'était quand ça? Au premier confinement? Je l'ai chopé, mars, en fait. Je l'ai chopé au Final 8. Supporter et commentateur, comment tu arrives à commenter un match et en même temps en étant supporter? Je sais que déjà que tu n'as pas du tout le même fond quand tu commentes un match de l'OM ou quand tu montes un autre match. Par exemple, on va prendre 2 cas extrêmes et on voit la personnalisation, tu vois. On voit la personnalisation. Je suis gentille, je l'ai mis. C'est bien, t'as bien regardé, t'as bien recherché, tu t'es bien informé, c'est bien, je vois. C'est vrai, en plus, c'est vrai. J'ai bien mis Marseille-Strasbourg quand c'était 0-0. J'aurais pu être crevard, tu vois. J'aurais pu le mettre à la... Je sais que c'est un match difficile, mais voilà, Il y a eu pire encore. Il y a eu pire cette année. Il y a eu pire. Tu vois, j'étais gentille avec toi et puis j'aurais pu comparer avec un autre fond et puis tu sais que moi je scrute beaucoup en sous-marin et tu es quand même assez objectif sur les autres matchs, même quand le Paris Saint-Germain joue. Même si ça te fait pas plaisir au fond de toi quand Paris Saint-Germain marque, etc. Comment tu arrives à vivre ça? Parce que toi, tu es carrément honnête, tu vois. Comme on parlait de Sodred, lui, il supporte officiellement aucune équipe. Enfin, il en supporte une, mais elle n'est pas en Ligue 1, tu vois. C'est un petit club national, tu vois. Mais comment tu arrives justement à commenter et continuer à streamer justement sur des matchs qui sont psychologiquement difficiles, on va dire ça comme ça? Alors, c'est un exercice différent, mais d'autant plus passionnant. Parce que c'est vrai, quand tu commentes ton club de cœur, tu le fais à 300%. Ouais. Les gens savent que je supporte l'OM, je ne le cache pas dans mes lives, mais je resterai objectif. Même encore plus sévère quand c'est l'OM que quand c'est un autre match. Parce que j'ai une certaine exigence aussi envers l'OM. Comme tout bon Marseillais qui se respecte. Mais c'est vrai que quand c'est différent le style que quand je commente un autre match, non pas parce que je suis pas moi-même, je reste moi-même quand c'est un autre match, mais je reste très objectif dans mon exercice. Je suis là pour analyser, commenter un match et le commenter passionnément. Par exemple, quand c'est un match, je sais pas moi, Lyon contre Monaco, oui, peut-être au fond de moi, je préférais que Monaco l'emporte. Mais ça se ressent pas sur le direct. Et surtout, je ne vais pas être un commentateur pro-monégasque ce jour-là. Je reste un maximum objectif. Quand c'est l'OM,
Forcément, c'est mon club de cœur, c'est ma passion. J'aurais pu me poser la question, reste objectif aussi quand c'est l'OM. Ne chante pas, n'encourage pas ton équipe, mais ça serait pas moi. Et puis je vois, hein, les gens sont aussi nombreux quand c'est l'OM, parce qu'ils aiment ça, ils aiment ce côté naturel et passionné. Après, quand l'OM encaisse un but, ben, je vis les mêmes réactions que quelqu'un qui regarde la télé. Il m'est arrivé même en Ligue des Champions, quand l'OM se faisait éclater 2-3-0, de me poser sur le fauteuil et de ne pas parler pendant 5 minutes. Alors que avec le replay, avec le recul, le lendemain, je me disais, putain, t'as abusé quand même. Pendant 5 minutes, tu parles pas, tu fais pas le job. Mais c'était plus fort que moi. En fait, et je pense que c'est le cas d'autres personnes d'ailleurs, dédicace à Yanis qui commente le Paris Saint-Germain, l'immigré parisien, on en a parlé tout à l'heure, il est un peu pareil. Quand c'est trop gros, quand c'est le cœur qui parle, quand il y a un événement important, quand c'est très important, quand c'est une finale de Coupe de France, si j'aurais commenté la finale d'Europa League OM Atlético, j'étais pas sur YouTube, bah, les réactions l'emportent sur le reste. Hein. Peut-être que même parfois je peux un peu déborder. Sur le langage, parfois je suis peut-être pas hyper exemplaire quand c'est l'OM sur certains points, même si je sais qu'avec le recul, c'est pas vraiment bien. Mais c'est le naturel qui prime encore plus quand c'est l'OM. Mais voilà, tu es encore plus à fond, tu mets encore plus d'intensité. Mais le rôle aussi, c'est de commenter le match. Tu as très bien mis supporter et commentateur. Je suis là pour commenter le match, mais tu ressens la fibre supporter. C'est pas un exercice compliqué. Je trouve pas que ça compliqué, non. C'est excitant, c'est passionnant, mais c'est pas compliqué. Non. Après, les réactions sont encore plus extravagantes. Ah bah quand l'OM marque, c'est sûr que voilà. Mais moi, ça se ressent que c'est sincère. Bah, si je vais regarder un match de Marseille qui joue contre Strasbourg, par exemple, c'est l'exemple que j'ai. Là, je vais plus regarder, par exemple, ta chaîne, puisque j'aurai la passion, tu vas animer, tu vas chanter, tu vas. Je comprends, ouais. Je comprends. Mais après, je sais que ce sera pas 100% objectif, tu vois. Tandis oui, que... forcément. Si je vais regarder sur l'immigré parisien, il y a une influence qui va commenter par Marseille, là, on va tout de suite sentir, même s'il essaie de rester pro, mais quand Marseille va prendre un but face à Strasbourg, là, il va être content. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, même dans le essaie fond, de rester pro. Et encore, il a déjà commenté l'OM. Tu peux voir, il est resté vraiment très très pro. Hein, ça. Ah, il reste pro, mais tu sais qu'au fond de lui, il est content. Oui, forcément. Mais moi, c'est pareil. Mais j'ai pas envie de donner ce ressenti. Et puis je suis là avant tout pour bien faire l'exercice, bien animer la rencontre. Donc, par exemple, en revenant au club rivaux, Lyon ou le PSG qui joue, bah, j'ai moins envie qu'ils prennent un but que si je regarde le match tout seul à la télé. J'ai moins cette pensée, cette obsession en fait. J'arrive presque à rester neutre même dans mon cœur, mais ça dépend après de l'événement, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a les deux styles. Hein. Quand c'est l'OM, c'est différent. Je l'ai jamais caché sur ma chaîne. C'est normal. C'est normal. C'est mon club de cœur. Et comme je t'ai dit au départ, hein, moi, si tu me demandes de choisir entre l'OM et le football, je te dis l'OM avant tout. Je suis plus passionné par l'OM que le foot en général, encore plus. Voilà. Mais la preuve, tu as des Parisiens qui suivent ta chaîne et qui regardent tes lives. Donc, c'est que tu arrives à être assez objectif et peut-être que en affichant pleinement que tu es pour Marseille, quand tu parles de Paris, les supporters parisiens peuvent avoir un avis c'est clair, c'est ça qui est bien. Qui est plus détaché que moi, par exemple, ou Parisien 88, ou Seis, ou l'immigré parisien. Mais sur mes lives de l'OM, il y a beaucoup de Marseillais, mais il y a aussi pas mal de Parisiens, Lyonnais qui écoutent en sous-marin ou pas. Parfois, ils interviennent, mais ils veulent aussi savoir parce qu'ils aiment me voir, ils aiment voir ma tête quand l'OM perd, ce qui est de bonne guerre. Non, mais c'est vrai, c'est un Pesado. C'est vrai, je te jure. Des fois, quand on prend un but, tu vois l'audience, elle monte, mais elle monte quand c'est l'OM. Ça chambre, et je le comprends parce que moi. Voilà, moi à l'inverse, il y a aussi parfois, je peux comprendre, c'est le jeu. Donc c'est vrai que voilà, il est Marseillais, les supporters de l'OM, tu as peut-être plus envie de voir ce qu'ils pensent de son club et aussi parce que ses réactions vont être plus extravagantes, donc c'est parfois plus intéressant pour l'auditeur. Mais ça dépend des styles. Certains peuvent préférer quelqu'un de neutre, d'objectif, ça dépend. C'est un parti pris. Ouais. Après, voilà, si on veut la neutralité, on a quand même le choix sur YouTube. On a quand même la chance d'être
très Ah nombreux oui, à ouais. commenter des Et matchs. on pourrait être plus nombreux, je trouve. Hein. Je trouve qu'on est nombreux, mais on pourrait être plus nombreux encore. C'est du taf, les gens ils le savent. Il faut, Ouais. moi par exemple, tu me verras pas commenter un match masculin. T'as déjà essayé? Euh, Pour j'ai fait. PGOM, mais c'était Alors bien. en fait, moi j'ai beaucoup de difficultés parce que déjà les gens ils ont du mal à comprendre que je peux pas montrer les matchs et je me prends beaucoup d'insultes. Le public féminin, quand je commente un match féminin, c'est beaucoup plus simple. J'ai déjà commenté des bouts de match quand je fais un avant-match et ça déborde et on continue à parler un peu parce que j'ai pas fini mon avant-match. C'est une tollée. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter les lives multi. Parce qu'avant je faisais aussi des lives en même temps sur Ah Facebook, ouais. etc. Ouais. Et pour mes modérateurs, donc c'est plus simple que tout le monde soit sur YouTube. Et le public n'est pas du tout respectueux à mon égard. Après, il faut savoir que je suis une femme et du coup, Ouais, les mais c'est réactions une sont pas les question mêmes. d'essai, de coup d'essai. Tu réessayeras une Ouais. ou deux fois, tu verras que ça se passera mieux et après c'est parti. Je l'ai C'est une question. je l'ai fait pas vraiment, mais tu sais, quand j'ai commenté le match féminin où il y avait qui jouait à 14h avec les hommes PSG Ouais. Saint-Etienne, c'était à 13h. Du coup, je faisais l'avant-match des filles et je parlais un petit peu du match. Et du coup, après, j'avais les deux matchs en même temps et après, j'ai fini sur les filles. Donc là, j'avais un bon public, donc ça allait. Et puis, tu sais, il y a déjà tellement de personnes qui commentent les matchs masculins. Donc, je préfère me démarquer en commentant les matchs de football féminin où il y a beaucoup du mal, on a beaucoup de mal à trouver des streams pour le football Ouais. féminin. Donc, du coup, c'est Il y a un autre bientôt public. l'Euro qui arrive. Hein. L'Euro féminin, je crois que c'est. Ah non, c'est l'été prochain. Bon, bah, c'est l'été prochain. C'est 22, c'est en 22. Ouais, ouais, c'est 2022, pardon. Ouais, c'est ça. En fait, on sait pas Ouais. trop avec ce qui se passe en ce moment. Mais ouais, peut-être qu'un jour je te ferai concurrence. Mais ouais, mais si, Oh, c'est-à-dire non, que non, mais non, parce qu'on s'amène. C'est ce que j'expliquais à Yannis. C'est en fait, avec le temps, avec le recul, on s'amène du monde. Parce que la plupart des gens qui viennent sur nos lives, ils viennent aussi. Il y en a beaucoup de nouveaux via la fonctionnalité navigation. Navigation, c'est quoi? C'est quand tu es en direct, tu vois sur le côté les gens qui sont aussi en direct dans le même match. Donc, ça bascule beaucoup. Et parfois, on s'amène du monde. Des gens qui sont en même temps en live ensemble, il n'y a pas que de la concurrence. Ça peut être bénéfique. Et Non, je l'ai je dis compris ça en récemment. rigolant. Parce que Ouais, je ouais, trouve je sais, que mais on est, c'est vrai que c'est important aussi de. Parce que moi, là-bas, je me disais, bon, c'est vrai que parfois on est beaucoup, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. Donc, en gros, tes commentateurs, même si tu es avant tout supporter, tu restes objectif et je trouve ça vraiment excellent. Vacances d'hiver ou vacances d'été? Ah, vacances d'été, 100 fois. Pas vacances d'hiver, vacances d'été. Sac à dos ou valise? Sac à dos. Sac à dos. C'est Sac à dos. pratique. Ouais, c'est pratique. La bouillabaisse. La bouillabaisse. Ouais, Ouais, la bouillabaisse. La bouillabaisse, alors moi je suis pas né à Marseille, mais c'est une spécialité marseillaise. Oui, mais... La bouillabaisse, c'est tu aimes ou tu aimes pas, comme l'OM, mais moi je kiffe. Je kiffe une petite bouillabaisse de temps en temps, surtout bon. Faut pas aller n'importe où par contre. Ouais, Au Vieux-Port, il y a y a de plein super endroits pour ça. Mm. Mais la bouillabaisse, le kiff total. Mais de temps en temps, pas en abuser. Ouais. La tarte tropézienne, non, pas mon truc. Donc du coup, ça t'es plutôt salé. Allez, Question... ouais. Combien de langues tu parles? Est-ce que pour toi l'anglais c'est important? Alors j'ai toujours dit, je vais répondre à ta question en disant ça. Si j'ai un regret dans la vie à l'école, c'est de ne pas avoir travaillé suffisamment l'anglais. Parce que l'anglais, dans la vie, qu'est-ce que c'est important? Quand tu voyages, pour n'importe quelle activité, c'est un vrai plus. Pour beaucoup de secteurs d'activité également, hein, quand tu postules à quelque chose, parler l'anglais ou même l'espagnol. Mais je parle très très peu anglais. L'espagnol un petit peu plus. Claro. Mais, non, l'anglais, ça a toujours été... ça a été ma faille même au niveau scolaire. Hein. L'anglais, c'était ma faiblesse. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas ta qualité, ma chère Johanna.
Oh, il est gentil. Et j'aimerais beaucoup, et je te jalouse de ce côté-là. Je te Sérieux? jalouse de ce côté-là parce que Ouais, mais après, j'ai commencé à 6 ans, moi. mais il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Bah, je vais donner des cours d'anglais si tu veux. Allez. Et le pire, c'est que j'en donne. Le pire, c'est que je donne des cours d'anglais. Ouais. T'as trouvé un bon client. Écoute, t'inquiète pas. Hein. Je te ferai. Il faut être motivé. Il faut que je sois prêt. Un tarif youtubeur. Je te ferai un tarif youtubeur. Voilà, ouais. Bientôt, tu vas pouvoir même commenter des matchs en anglais. En anglais, bah, surtout, tu fais la première ligue. Tu te rends compte le plus que ça serait? Ouais. Bah, tu vas beaucoup gagner. C'est que tu vas apprendre que dans les conférences de presse, des fois, les traductions, elles sont éclatées. Ah, ça, je sais pas. Mais toi, tu as dû le remarquer. Parce que tu vois, la personne, en fait, elle va dire beaucoup de... C'est pas qu'ils sont très mauvais, c'est que elle va te donner beaucoup d'informations et le traducteur, il va juste t'en extraire très peu. Donc, tu vas en perdre en qualité, justement. Ouais, donc, quand tu commentes les matchs de la première ligue, tu vois les conférences de presse. Précis, hein. Ouais. Faut être précis. Mais c'est pas toujours du mot à mot. Quels sont tes futurs projets que tu as pour ta chaîne YouTube? Alors, ouais, je réfléchis à plein d'autres concepts, notamment, je t'en avais parlé en privé, lancer des micro-trottoirs sur le foot, bien sûr. Par exemple, pendant l'Euro, aller demander, mesurer l'atmosphère, la température, prendre la température, je trouve ça génial avant un gros match, surtout pendant l'Euro, tout le monde est intéressé par le foot, hein, même la personne en général qui regarde pas trop, elle sait qu'il y a la France qui joue le soir, donc je pense me lancer là-dessus pendant l'Euro, commencer des micro-trottoirs. Ouais, ça me plaît, je trouve ça sympa d'avoir des réactions. Après, ça peut être des réactions parfois connaisseurs, parfois amusantes, c'est le but. Hein. C'est pas de faire un truc extrêmement. Je vais essayer d'être un maximum qualitatif après dans le montage, dans la qualité, voilà. Ou des quiz sur des préférences de telle ou telle personne aussi. Sur l'OM, dans Marseille, ça peut être excellent les micro-trottoirs par rapport à l'OM. Ce serait aussi un super concept avant les matchs, après les matchs. Donc, j'ai pensé à ça. Après, au niveau YouTube, j'ai une chaîne assez généraliste où je parle de tout, mais je vais essayer quand même de lancer très prochainement un concept des séries liées à l'OM, davantage. On voit un peu plus encore d'OM sur ma chaîne. Parce qu'on n'en voit pas assez. Bon, ah oui, bah si, je peux faire beaucoup mieux de ce côté-là, hein, mais j'attends le bon moment aussi, la bonne période, ça dépend de plusieurs choses. Après, tu en as rigolé parce que tu dis on en trouve beaucoup. Mais tu sais, à la base, avant de me lancer sur YouTube, je réfléchissais à lancer soit une chaîne pro-OM ou soit une chaîne généraliste. J'ai tout de suite pensé au concept de commenter les matchs en direct, créé par Sodred d'ailleurs. D'ailleurs, la première fois que je suis tombé sur la chaîne de Sodred, hein, je l'ai déjà dit en privé plusieurs fois, c'était en avril 2018 pour un match Lyon-Nantes totalement banal où j'avais pu ma chaîne qui avait planté totalement sur MyCanal. Et j'étais en train de taper sur Google si par miracle je pouvais trouver le match. Et je suis tombé sur YouTube, sur Sodred qui commentait le match. Ça m'a beaucoup surpris au départ. J'étais impressionné, épaté, le mec sérieux qui commente le match. Et ma première réaction que j'ai eue, c'est putain, il a de la chance, il doit kiffer de faire ce qu'il fait. Mais je me suis pas dit, voilà, de me lancer là-dessus. Et c'est quelques mois plus tard que j'ai eu des clics. Au moment de. Ouais, en fait, je me disais, bon, tu vas faire des débriefs sur l'OM, un peu comme tout le monde. Et je me suis souvenu de ça. Et dès l'instant où j'ai hésité au départ, j'ai hésité parce que, voilà, c'est quand même lui qui a créé le concept. Et dès l'instant où j'ai pris ma décision, je me suis décidé de me lancer à fond avec mon style, ma personnalité, ma manière de gérer le truc. Parce que c'est très personnalisé de commenter un match. Tu ne peux pas recopier quelqu'un. Tu parles pendant des heures devant. On a tous un style très différent. Donc, et puis je savais que ça allait me plaire. Commenter un match YouTube, il n'y a rien de mieux rien de plus qui peut me plaire. Mais je ne suis pas fermé à m'ouvrir sur d'autres concepts. Et c'est sûr même que ça va arriver. Ça va arriver, les micro-trottoirs. Des séries sur mon club de cœur, l'OM. Après, pourquoi pas des vlogs aussi à l'extérieur, les jours de match, au stade Vélodrome, moi qui y va souvent. Ça plaît beaucoup, ouais. Ça plaît beaucoup. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que je vais me lancer là-dedans. Moi qui connais bien en plus les ambiances de tel endroit du stade. Donc, il y a moyen. Et puis, j'ai du matos maintenant pour ça. Ouais, fais attention au matos parce que tout ne rentre pas dans le stade. Eh oui, c'est vrai. On y pense, bah oui. Oui, t'inquiète. Ou alors, faut s'arranger. Faut la jouer maline. Moi, j'ai la chance d'être une femme.
faut J'ai- prévenir. Il y a moyen de s'arranger. Mm. Après, Non, mais en ce qui concerne les... tu prends un petit stabilisateur avec toi, pas trop gros parce que tu as des problèmes de taille. Sache que il y a les selfie sticks, ça marche dans certains stades, mais pas d'autres. Il y a des objets, le même objet peut rentrer dans un stade, mais pas dans un autre. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer le matos à l'intérieur d'un stade. Après, tu peux demander à avoir une carte de presse, enfin, pas vraiment une carte de presse, mais d'être reconnu comme média OM par l'OM. Ça va marcher, ouais, mais c'est pour que ça marche. Pas gagné, pas gagné. Surtout que je suis très sévère parfois avec le club, donc toi, non, mais c'est vrai, ça peut. Et ils aiment bien les gens un peu plus lisses, ce qui est normal, hein, c'est la service com du club. Après, en ce qui concerne les lives, je compte vraiment m'améliorer au niveau de la qualité, c'est-à-dire préparer mieux les avant-matchs, parce que j'aimerais bien que ça soit mieux organisé, et puis pour ça, il faut s'y connaître un peu mieux. J'ai acheté notamment un Stream Deck pour permettre de passer de telle interface à telle interface. C'est un peu technique, hein, mais toi, tu connais bien par contre. On a d'ailleurs parlé en privé. Voilà, ouais, tu as le 32 touches. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup pensé que c'était pas du tout important. Je le pense toujours, le principal, c'est toi, ta personnalité, ta manière de commenter le match, ta sympathie. C'est 90% pour moi. Mais c'est quand même mieux quand c'est de plus en plus qualitatif. Je me suis même, j'étais très têtu là-dessus. Hein. Je voulais pas entendre parler de Stream Deck. Je voulais faire le truc simple, basique, pas me prendre la tête, commenter mes matchs à fond. Et plus tu progresses, plus tu prends en abonnés, et plus tu as envie de faire plus, de faire mieux. Et je me suis rendu compte que c'est important et c'est même plus agréable pour moi, pour m'organiser et pour m'amener sur tel ou tel sujet. Donc, toi, j'ai eu le déclic il n'y a pas si longtemps que ça, Johanna. Sinon, j'aurais investi avant. Mais j'ai du boulot invisible à faire là-dessus. J'ai le matos pour maintenant, mais je me suis pas encore préoccupé à 100% là-dessus. Mais ça va pas traîner. Hein. Là, il va falloir que je m'y mette avant l'Euro notamment qui arrive, parce que là, on va être en live tous les jours. D'ailleurs, ça concerne un futur projet. Hein. Mais mon concept principal, ça va être de continuer à commenter les matchs, parce que c'est l'exercice où je me sens le mieux. C'est ce que je pense faire le mieux sur YouTube. Je me connais, sincèrement. Il y en a d'autres qui sont meilleurs dans les débriefs, dans les analyses, dans les pronostics, mais ça n'empêche pas que je pourrais me diversifier encore plus à l'avenir. Être encore plus orienté sur l'OM. Je suis désolé pour certaines personnes, mais on va voir du OM encore un peu plus. Mais je réfléchis à comment amener le truc, à que ça soit régulier, à aussi faire des émissions, pourquoi pas, avec d'autres YouTubeurs ou d'autres abonnés. Ouais. Pourquoi pas une émission 100% OM? On me l'a d'ailleurs un peu conseillé par rapport à ma personnalité ou quoi. Ouais. Ou alors une émission sur le foot, ou les deux. Mais ça aussi, c'est un concept que j'ai dans la tête depuis un moment. Après, il faut le temps. Il n'y a aucune limite sur YouTube, du moment que, ah oui, c'est clair. Du moment que parce tu que là, restes dans un cadre. Faire quand je suis pas en live, donc faut pas que ça soit au moment du match, mais voilà. Ou ça peut être, par exemple, j'ai une idée que je vais garder secret. Je te dirai en privé juste après. Parce que tu vas me dire ce que tu en penses et ouais, il y a un truc qui peut être pas mal. Donc, plein de beaux projets et je te souhaite vraiment toute bonne réussite. Après, faut pas que tu nous en dises trop parce que sinon il y aura plus de surprises et ce serait dommage. En tout cas, je voulais te remercier du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation, surtout en tant que Marseillais. Et donc on est la preuve vivante qu'on peut apprécier une personne même si elle ne partage pas forcément le même club. Moi, je le cache pas, je suis pro Paris. Tu te caches pas, t'es pro Marseille. Mais pour l'instant, ça va, on s'est pas entretués. Non, et puis il faut faire la part des choses. Certes, toi, tu détestes l'OM, moi, je n'aime pas Paris, mais il faut toujours faire cette part des choses. C'est pas parce que même peut-être à l'avenir, je vais critiquer Paris, je vais être en colère contre Paris, mais rien contre les supporters du PSG. Je garderai mes amis parisiens d'enfance que j'ai toujours eu. Faut qu'il y ait cette part des choses. Parfois, bon, après, tu peux être touché, un peu en colère. Oui, il parle mal de mon club, mais ça reste du football. Et pourtant, c'est un vrai passionné qui vous le dit, qui a été dans les rivalités, qui a été dans les stades, qui a été chambré les Parisiens. Et je vais même te dire, hein, je connais même les meilleurs ultra marseillais, ils ont tous des proches ou des collègues supporters du PSG. Ils se chambrent au boulot. Par contre, quand ils sont au stade, ça s'insulte, ça s'invective. T'as l'impression que c'est... Ouais. Mais ils ont tous une connaissance du club rival. Donc, pour moi, c'est naturel de ce côté-là. Et puis, franchement, ça a été un plaisir cette interview. On a abordé plein de sujets. Tu l'as très bien préparé, tu l'as bien monté. Puis,
ouais, c'est un exercice qui est plaisant parce que tu t'ouvres, tu te libères et puis ça va faire plaisir à ma communauté qui va me connaître beaucoup plus sur certains Ouais, sujets. Parce que là, je me suis livré hein, sur toutes les je questions que tu confirme. m'as demandées. Il s'est Mais, livré à cœur marseillais ouvert. ouais, moi, je suis assez, je pense, Il assez y a pas mal authentique, assez d'anecdotes. ouvert. Il y a pas de tabou. Je pense que je vais pas tout sortir. Je vais regarder pour un Comme peu tu plus veux, tard. comme tu veux. Ouais, ouais, pourquoi pas. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de RAF Football. De toute façon, toutes les informations sont dans la description. Et puis, si vous ne me connaissez pas aussi, bah, abonnez-vous à ma Ouais. chaîne. Et très important, pour nos deux chaînes, ne pas seulement vous abonner, mais de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous allez recevoir les notifications parce que YouTube, bah, des fois, ça envoie les notifications trop tardivement ou pas du tout. Donc, si vous voulez pas manquer, c'est très important. De cliquer sur la petite cloche et puis un maximum de j'aime Ouais. également. Bombardez la barre des likes, les potos. Hein. Mettez un petit pouce bleu, comme d'habitude, mais encore plus parce que franchement, c'était très sympa comme, Bah, tu comme reviens quand entrevue, tu comme veux. interview. Et Bah, voilà. j'espère te voir sur ma chaîne pour un prochain match à débriefer Ouais, bah PSG oui, OM je passerai ou de OM temps en temps, tu PSG. le sais. Ah oui, Ça, bah ça, oui, oui, le prochain PGOM, ouais, on va ouais, se ça faire c'est clair. plaisir, ouais. Pas de En souci. plus, Raph, il vient souvent sur mes lives, donc et puis t'as une très belle communauté. Et puis quand je vais sur tes lives, ils sont sympathiques. Donc même les Parisiens, n'hésitez pas à y aller. Vous allez pas être, vous allez bien être reçus. En Oui. tout cas, là où on fait la vidéo, on sort d'une semaine un petit peu particulière. Il reste encore 2 gros matchs pour l'OM pour la fin de saison. Bah, bon courage à vous. Hein. Je sais que c'est tendu aux Ouais, alentours de la 5e place. voilà, C'est un bien vu. championnat tendu Ouais, au pour vous aussi, pour milieu, la première place, début, voilà, à la fin. Enfin, bon, les derniers, le maintien. c'est Dijon. Donc, Oui, mais sinon, ça reste un petit peu serré partout. En tout cas, à très bientôt, j'espère, sur ma ouais, chaîne. avec plaisir. Prends soin de toi. Et puis, un mot pour la fin. Mais si c'est à refaire, c'est quand tu veux. Voilà, continue bien, Merci. continue d'être active, passionnée, de faire les choses aussi proprement. Et voilà, je peux qu'encourager les personnes à s'abonner à ta chaîne. D'ailleurs, moi, je me suis abonné Moi, moi aussi, je suis moi-même. abonnée à ta Hein, chaîne. donc, Voilà. voilà. À très bientôt, Raph. Merci. À bientôt, Johanna.